De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes le 24 mai 2019 et c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech, vous le savez. Alors avant de revenir sur cette incroyable histoire, ce séisme dans le monde des technologies, Huawei, Google, Trump, avant de parler de tout ça, un mot quand même sur ce que vous allez retrouver en deuxième partie de ce De quoi je me mêle tout à l'heure. Ce sera Victor Jakimovic qui me rejoindra. Les trouvailles high-tech de Victor, ça faisait longtemps, et bien il est de retour. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à vous y abonner et à réagir, à poser vos questions sur l'actu. N'hésitez pas. Et puis bien sûr avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là comme chaque vendredi sur rmc.fr en audio, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. C'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Quelle semaine nous avons pu vivre dans le monde des technologies. Je crois que depuis toutes ces années qu'on présente cette émission, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tel séisme. Une histoire incroyable que vous avez suivie, bien évidemment, alors sur 01net.com, sur 01net TV aussi, on en a parlé, même sur tous les médias généralistes qui ont évoqué le sujet. Eh bien oui, c'est cette histoire dingue de Google. Google qui coupe les ponts avec Huawei sous ordre de la présidence des États-Unis. On va en parler. On va faire un club de la presse IT spécial sur ce sujet parce que c'est carrément passionnant. Vous allez voir qu'il y a des enjeux qui vont au-delà de la technologie dans tout cela. Jean-Sébastien Zanqui est avec nous. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François et bonjour à tous. Jean-Sébastien Zanqui, donc journaliste à 01net.com. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. L'Express version papier bien sûr et puis la version web que vous pouvez retrouver à la fois sur les ordis, sur les tablettes. Everywhere. Every device. Et sur les smartphones. Bon, on commence par quoi? Parce que c'est quand même dingue. On va peut-être remonter un peu de manière chronologique ce qui s'est passé, Jean-Sébastien. Exactement, on peut faire un petit déroulé des événements, on va dire. Déroulé, voilà. Depuis 10 jours, c'est quand même de la folie entre la Chine et les États-Unis. En gros, ça a commencé le 15 mai dernier quand Donald Trump a signé ce qu'on appelle un executive order. C'est une sorte de décret qui a placé en fait Huawei sur une liste noire des entreprises avec lesquelles les sociétés américaines ne peuvent plus collaborer et ne peuvent plus partager leur technologie. Donc à partir de là, les sociétés n'ont plus vraiment le choix. Donc Google, le 19 mai dernier, dimanche dernier, a annoncé la rupture de ses relations commerciales avec Huawei. Donc 4 jours après, la signature de ce fameux document par Donald Trump. Dans la foulée de Google, qui a annoncé la même chose, c'est Qualcomm et puis ensuite Intel. Alors Qualcomm fournit des modems à Huawei, Intel fournit des serveurs des processeurs pour les serveurs de Huawei. Donc c'est déjà sur les ordinateurs de Huawei, même si c'est un petit marché encore aujourd'hui, mais il y a des PC Huawei également. Et donc c'est déjà en gros un triple coup dur, on va dire, pour Huawei. Alors le 21 mai, il y a un petit accalmie parce que le gouvernement signe en fait, lève en partie les restrictions, mais seulement pour l'existant. En gros, ça permet à Huawei de continuer à collaborer avec les entreprises américaines, mais seulement pour les réseaux existants et pour les appareils existants. Voilà, et pas sur les futurs projets. Voilà, en gros, pour pas que tout plante d'un coup, et pour pouvoir continuer à ce que les choses fonctionnent correctement pour ce qui existe et ce qui est déjà sur le marché. Et en fait, le 22 mai, c'est carrément là le coup de grâce, c'est-à-dire que ARM, qui est une entreprise britannique qui, elle, s'occupe du design des puces, qui vraiment, elle, fait en gros la conception première des puces qui sont utilisées, tous les SoC qui sont fabriqués par Google, par Samsung par exemple, elle aussi rompt ses relations commerciales avec Huawei. Donc en gros, c'est l'architecture des processeurs, la licence et les brevets sur ces architectures auxquelles Huawei n'a plus accès. Donc à partir de là, on se demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et là, le 23 mai, Richard Yu, qui est le président, le PDG de Huawei, annonce que Microsoft, qui n'ont plus accès non plus au logiciel Microsoft, donc au logiciel de Windows tout simplement, pour les PC que Huawei fabrique. Et on sait que le secteur des PC chez Huawei, c'est quelque chose d'assez énorme maintenant. Enfin, c'est un gros boom et c'est quelque chose, un secteur sur lequel Huawei veut mettre le paquet. Voilà, donc ça c'est un peu la théorie des dominos. Voilà, tout s'est effondré en quelques jours. Et encore, on ne sait pas. Enfin voilà, on n'est pas à l'abri encore d'un rebondissement dans cette histoire-là. C'est possible, oui. Il y a d'autres entreprises qui peuvent suivre. Les conséquences en fait pour nous consommateurs. Après, on donnera la parole à Emmanuel qui nous apportera son analyse. Mais est-ce qu'il y a des conséquences
pour les possesseurs en fait de smartphones Huawei ou Honor. Alors, Parce tout à que, fait. en plus, j'allais dire les pauvres chez Honor, C'est ça. cette semaine qu'ils ont annoncé un nouveau smartphone en plus. pleine tempête. Ouais, en pleine tempête, le lendemain ou le surlendemain, ils annoncent leur c'était le smartphone. mardi. D'ailleurs, Honor avait annulé les interviews d'après-conférence, finalement, parce qu'on savait que ça allait tourner autour de ce sujet-là, et pas du tout autour du sujet du smartphone. Donc c'est compliqué, effectivement, pour eux de communiquer. Et donc, en fait, les conséquences, a priori, sur les téléphones actuels, les conséquences seront nulles. C'est-à-dire que les téléphones actuels, les accords sont signés avec Huawei. Donc, on va pouvoir continuer à avoir accès au Play Store. On va continuer à pouvoir accès aux services Google. C'est quand même le nerf de la guerre, c'est les services Google. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a dans les coulisses et qui fait tourner les applications Google sur les téléphones. Avec des mises à jour, malgré tout, qui seront assurées de sécurité, Les etc. mises à jour sont assurées de sécurité, mais aussi les mises à jour d'Android, elles pouvaient être assurées. Le seul souci, c'est que Huawei perd son statut développeur preview chez Android, donc les mises à jour risquent d'être très lentes puisqu'ils n'ont pas un accès privilégié au kit de développement de Google. Ah oui, d'accord, donc on leur tape un peu sur les doigts quand même. Tout à fait, quand même. Même sur les téléphones qui existent déjà. Téléphones actuels. Le vrai souci, c'est sur les téléphones futurs et tout le matériel futur, c'est-à-dire que là, Huawei n'aura plus accès ni au Play Store, ni au service Google. Donc ça va être compliqué pour Huawei de pouvoir mettre en place un nouvel OS. Enfin, on va le voir ensuite, on va en parler, mais ils n'ont plus accès à Android et à tous les services et au Play Store, à la boutique qui est quand même le nerf de la guerre des téléphones maintenant actuellement. Alors, on va revenir sur ces aspects dans un instant. L'aspect plus pratique, même si on a un petit peu répondu à ces questions. J'aimerais, Emmanuel, que tu nous donnes ton analyse sur cette histoire qui est évidemment... c'est un drame géopolitique. Ouais. C'est étonnant quand même ce qui se passe. On sait que les relations sont tendues entre les États-Unis et la Chine, mais là, Trump appuie sur un bouton. Il fallait avoir quand même, je veux dire, les coups des franches et un sacré courage pour faire ça. Même si on sait que c'est un peu stupide, mais bon. Courage, en fait, il se trouve que la première puissance économique mondiale, les États-Unis, donc, jouissent d'une puissance de leurs droits qui va bien au-delà de leurs frontières. Et donc, le fait de signer un décret présidentiel, ça a un impact directement sur les entreprises américaines, comme le disait Jean-Sébastien, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que ARM, c'est une entreprise britannique, même si elle a été rachetée par SoftBank, qui est japonais, donc on ne sait plus très bien si c'est japonais ou britannique. Mais il se trouve que ARM, donc, qui n'est pas une entreprise américaine, elle-même dit qu'elle va arrêter, parce qu'elle a des craintes d'être poursuivie par la justice américaine si elle continue de vendre sa plateforme et ses architectures. Parce que visiblement, elle aurait des brevets qui appartiendraient aux US. Qui auraient été enregistrés aux US. Voilà, qui auraient été enregistrés. Exactement. Aux US. Et après, quand on suit les autres sociétés, donc Panasonic, qui est une entreprise japonaise, elle aussi a dit qu'elle a arrêté de travailler avec Huawei parce qu'elle a des usines aux États-Unis. Elle produit certains éléments aux États-Unis qui peuvent être intégrés, des composants qui peuvent être intégrés dans des technologies Huawei. Donc on voit que ça déborde bien largement le simple cadre américain. Je peux donner d'autres exemples. Infineon, par exemple, qui fait des puces en Allemagne, a déjà dit qu'il ne prendrait pas le risque non plus de fournir Huawei sous peine d'avoir un jour une amende américaine. Et ST Microelectronics en France, la société franco-italienne, elle, pour l'instant, n'a rien dit, donc reste un petit peu à l'écart. Mais on voit bien qu'au travers de ça, on voit le droit américain qui, en réalité, déborde les frontières et fait craindre à tous les fournisseurs de Huawei des sanctions américaines d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ça qui est énorme, en fait, c'est que ça dépasse même le cadre américain. Donc on parle de Google, on parle de Qualcomm, qui sont déjà des sociétés monstrueuses, des fournisseurs monstrueux et très importants pour Huawei, mais ça dépasse bien largement le simple cadre américain. Pourquoi en est-on arrivé là ? Et comment en est-on arrivé là ? Alors, déjà, l'histoire Huawei États-Unis, c'est déjà une très très vieille histoire, puisque depuis 2010, 2009, quand la 4G a été lancée par exemple aux États-Unis, Huawei n'a pas pu à l'époque essayer d'aller voir les opérateurs télécoms américains pour proposer son infrastructure. Il y avait déjà à l'époque... Donc bien avant l'ère Trump, c'était à l'époque Obama déjà. Oui. Et de ce point de vue-là, Alcatel-Lucent, donc le franco-américain, on avait largement bénéficié puisqu'il avait signé des accords avec Sprint et d'autres grands opérateurs américains. Et donc ça avait permis à Alcatel-Lucent de survivre un peu plus longtemps, avant son mariage avec Nokia. Mais donc on voit que les restrictions américaines sur le marché américain avait déjà permis d'exclure Huawei des équipements 4G. C'est encore plus vrai sur la 5G, puisque là, ça pose d'autres types de questions en termes de sécurité nationale, parce que là, on parle éventuellement de l'IoT, donc l'Internet des objets, probablement la voiture autonome du futur.
Donc c'est vrai que ça pose d'autres types de questions. Donc on est dans cette continuité-là. Et puis surtout, l'administration Trump a quand même disons une manière d'aborder l'économie qui est celle quasiment d'un homme d'affaires. C'est-à-dire, on rentre en conflit d'emblée et après on négocie. Et donc c'est ce qu'on voit avec Huawei, c'est on rentre en conflit avec la Chine au travers de Huawei en disant, en gros c'est une mise à mort de Huawei aujourd'hui, faut être clair. Et on sait très bien, il y a peu de chances que ça aboutisse parce que le gouvernement chinois ne va pas se laisser faire. Donc ça veut dire simplement, la Chine, enfin vous, gouvernement chinois, revenez à la table des négociations et si on trouve un accord, on arrêtera d'embêter Huawei. D'ailleurs, c'est ce que vient de dire Donald Trump il y a quelques heures. C'est-à-dire que dans le cadre d'un accord commercial avec la Chine, Huawei pouvait très bien s'en sortir. Il suffisait simplement de se remettre autour d'une table de négociation. Il est prêt, Daniel Trump a déclaré hier soir qu'il était prêt à intégrer en fait un accord commercial avec la Chine. Donc voilà, la porte est ouverte. La porte n'est pas fermée. Maintenant, reste à savoir comment va réagir la Chine, parce que pour l'instant, elle a été assez virulente. Alors, pour l'instant, elle n'a pas pris de mesures en tant que telle. Non, mais en tout cas, les propos, je crois qu'il y a eu un responsable du gouvernement chinois qui était assez violent envers. Oui, alors il y a eu le président Xi Jinping qui a été visiter des fournisseurs de terres rares. Alors, fournisseurs de terres rares, c'est ce qui permet aujourd'hui de faire marcher quasiment tous les produits électroniques de la planète. C'est le nerf de la guerre. Voilà, le premier fournisseur mondial de terres rares, c'est la Chine. Donc, c'était quand même un message symbolique envoyé à Trump en disant vous nous embêtez sur Huawei, nous, on va peut-être vous embêter avec les terres rares. Donc, même si ça n'a pas été dit, le symbole était là. Et puis l'autre point, c'est une note de Goldman Sachs et d'HSBC qui sont tombées hier soir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, mais en gros, ils disent que s'il y avait des mesures de restriction de la Chine vis-à-vis d'Apple, c'est quasiment un tiers du bénéfice d'Apple qui s'évaporerait du jour au lendemain. Parce que, en gros, Apple aurait produit, on dit, une 40aine de millions de téléphones vendus sur le marché chinois. Et donc, le gouvernement chinois pourrait bannir Apple du marché intérieur. En tout cas, c'est des questions que se posent les investisseurs. Ça fait chuter ce matin aussi un peu le cours de bourse d'Apple. Donc, on voit bien que derrière Huawei, il y aura forcément des contre-mesures chinoises. Est-ce que les États-Unis sont prêts à engager ce type de conflit ? Ou est-ce que simplement on est là dans des négociations commerciales entre deux États ? Moi, j'ai tendance à penser qu'on est vraiment dans des négociations commerciales et que tout ça va, au final, plutôt bien se finir. Voilà, donc en fait, le Huawei qui est coincé dans un coin de la salle de classe, ça va s'arranger en fait. Le problème, c'est que si ça ne s'arrange pas, il va y avoir des cascades de répression contre les entreprises américaines en Chine. Oui, c'est sûr. Donc, est-ce que Trump est prêt à ça ? Est-ce qu'il est prêt à ouvrir ça ? Et puis derrière, ça va créer une crise majeure sur les marchés financiers, parce que là, ça va être la panique. Et c'est le point fort de Trump aujourd'hui, c'est son bilan économique. La croissance, le plein emploi, des marchés boursiers qui n'ont jamais été aussi hauts. Donc, est-ce qu'il va, au moment où il va probablement se représenter, casser cette dynamique économique alors qu'il a tout parié dessus ? Voilà, moi j'ai tendance à penser que non. Après, je peux me tromper, ça m'est arrivé souvent. Donc voilà. On n'a pas évoqué en fait, les suspicions d'espionnage aussi de la Chine qui serait passée par Huawei. Vrai ou faux ça ? Est-ce qu'on a des preuves tangibles que la Chine aurait pu espionner, alors je ne sais pas moi, certaines infrastructures américaines Ce dossier-là, il est assez complexe parce que quand on parle au service de renseignement français, ce qu'ils nous disent, c'est que les Américains leur disent on a des preuves, mais n'en donnent que très peu en réalité. Et donc la France a du mal à se positionner parce qu'ils n'ont pas d'éléments tangibles. Alors ce que m'ont dit mes interlocuteurs, c'est de deux choses l'une. Soit les États-Unis n'ont pas de preuves, et alors là on est vraiment dans une guerre commerciale pour essayer de tuer ou d'exclure Huawei, ce qui est une possibilité. Soit il y a une deuxième possibilité, c'est que les États-Unis aient des preuves, mais s'ils nous donnent les preuves, notamment aux alliés, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, l'Allemagne, ce que me disait mon interlocuteur, c'est qu'on va comprendre comment les États-Unis ont réussi à choper, entre guillemets, les Chinois. Et du coup, comment les États-Unis arrivent aussi à nous espionner et à espionner, donc on va comprendre leur technique d'attaque. Et donc, de ce point de vue-là, ils n'ont pas intérêt à nous montrer leurs preuves. Oui, s'ils nous donnent leur recette en fait d'espionnage. Oui, parce que les preuves en tant que telles vont déterminer comment ils ont capté les informations. Donc voilà, donc on est dans un marché un peu de dupes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, elle est un peu prise entre les deux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la situation française, elle est alignée sur celle de l'Allemagne, c'est de dire, écoutez, on va plus encadrer Huawei, on va essayer de mettre en place une certification pour qu'ils puissent donner des antennes 5G, mais qu'on soit sûr qu'elles soient sécurisées, mais on ne va pas vers un bannissement de Huawei. D'accord. Oui, parce que la crainte aussi aux US, c'est pour ça que Huawei est banni depuis toutes ces années, c'est au-delà de la préférence commerciale d'Alcatel-Lucent à l'époque de la 4G, c'est qu'aujourd'hui, les Américains ont peur que grâce ou à cause des installations 4G, 5G de Huawei, des informations, on va dire, confidentielles et sensibles remontent jusqu'à la Chine. C'est ça, exactement. Alors il y a ça, effectivement, il y a l'espionnage, et puis il y a des risques de sabotage. Parce que quand on parlait de l'Internet des objets,
demain, il y a de fortes chances que les industries fonctionnent avec l'Internet des objets, que la voiture autonome fonctionne avec ça. Donc, si à un moment donné, Huawei décide de faire en sorte que les débits soient moins bons, etc., vous pouvez avoir un accident de voiture. Enfin, on peut imaginer des scénarios catastrophes ou qu'une entreprise tombe en panne parce que l'IoT ne fonctionne plus. Donc, c'est aussi des risques, des sabotages éventuels, même si on est quand même dans un peu de la fiction. C'est ça aujourd'hui qui motive les États-Unis. Rappelons que, Jean-Sébastien, les smartphones Huawei sont interdits de vente aux États-Unis, US, tout à fait. Et ce depuis pas mal de temps. Oui. On se souvient aussi de l'une des dirigeantes de Huawei qui avait été la directrice financière, fille du fondateur de Huawei. Fille du fondateur qui avait été bloquée au Canada. Elle l'est toujours. Elle l'est toujours d'ailleurs. Ouais. Et les États-Unis demandent l'extradition au Canada. Alors derrière, là, on est sur un autre. Ouais, mais est-ce que tout ça n'est pas légèrement imbriqué malgré tout ? Il y a des chances, très sincèrement. On ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas les preuves. Mais là, il y a l'Iran au milieu de tout ça aussi. Voilà, exactement. Crois, c'est en fait, Huawei aurait violé l'embargo des États-Unis en Iran en vendant via une filiale des équipements à des opérateurs iraniens. C'est ce qui avait été reproché à ZTE aussi. Voilà, exactement. Tout à fait. ZTE qui aussi étaient aux États-Unis pour le coup et qui se sont fait bannir des États-Unis à cause de ces accords commerciaux avec. Donc on est encore une fois dans l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire ils peuvent imposer leur vue sur des contrats commerciaux qui ont été passés en dehors du territoire américain. Puis ils ont une puissance technologique en plus, les États-Unis, en plus d'une puissance commerciale, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Huawei c'est un géant de l'électronique et qui peut tout faire. Et en fait, on se rend compte que non, parce que en gros, si on regarde les chiffres, la fabrication des puces, vraiment la fabrication en elle-même, c'est les États-Unis et ses alliés. En gros, c'est les États-Unis, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon. Et ça représente presque 80% du marché de la fabrication des puces. La Chine, c'est 15% de la fabrication des puces. Donc en fait, la Chine n'est même pas dans le top 10 de la fabrication. Donc sans les technologies américaines, notamment aussi les technologies d'entreprises qui permettent de faire des logiciels pour fabriquer les puces, Huawei n'a pas accès et ne peut pas fabriquer de puces, tout simplement. Donc sans ça, on pense que Huawei, via sa filiale iSilicon, fait ses propres puces, mais sans les licences ARM et sans les technologies et les usines des alliés américains, ils ne peuvent pas fabriquer de processeurs, en fait. Ça veut dire que là, si la situation reste comme ça et que Huawei bannit aux US, Huawei condamné, à votre avis Moi, je pense que ça va être difficile. C'est compliqué pour eux. Parce qu'ils ont une chance, contrairement à ZTE, c'est que c'est une boîte qui n'est pas cotée en bourse. Parce que ZTE, le cours de bourse s'est fait attaquer et avec ce genre de choses. Aujourd'hui, Huawei, c'est une société privée, donc ils peuvent essayer de réduire la voilure et tenter de rebondir dans un deuxième temps, tout en sachant quand même 50% du chiffre d'affaires de Huawei, donc c'est 107 milliards de dollars, ça vient de la Chine. Donc on peut considérer que là, il n'y aura pas vraiment de soucis sur une grosse moitié de son chiffre d'affaires. S'ils ne peuvent plus fabriquer de smartphones, même pour la Chine, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, tout le contenu de ces smartphones intègre énormément de brevets qui viennent ou qui sont liés aux États-Unis. Et donc même les smartphones... les smartphones Huawei chinois ne pourraient pas être fabriqués à ce moment-là. Ils essayent de contre-attaquer sur le logiciel, bizarrement, parce que c'est vrai qu'on pensait que Huawei c'était plutôt une boîte matérielle. Mais là, Richard Yu a annoncé que, par exemple, ils avaient prévu leur OS, qui pourraient lancer leur OS à partir de l'automne. Alors, on peut comprendre qu'en Chine, finalement, ils pourraient se passer d'Android. Oui, mais en dehors de la Chine aussi. Ils annoncent aussi la possibilité en dehors de la Chine. L'OS serait basé sur. Mais comment fabriqueraient-ils des smartphones ? Mais voilà, c'est ça tout le problème. Parce qu'il y a la partie logicielle, mais il y a la partie hardware qu'on évoque depuis. Après, ça peut être une chance pour eux, ce bannissement, de se dire justement, on ne peut plus fabriquer les smartphones avec les brevets et les licences des autres, et on va investir et on va faire en sorte qu'on puisse fabriquer nos propres. Mais ça va prendre des années. Ça arrive en 4 ans, en 5 ans. Apple n'arrive même pas encore à faire ça. On voit qu'ils ont été obligés de re-signer avec Qualcomm parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie de fabriquer des puces 4G ou 5G. C'est pas des horizons à 1 an, c'est clair. Et puis surtout, maintenant, on voit les opérateurs eux-mêmes qui disent on ne proposera plus de téléphone 5G Huawei. Il y a EE, par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni. Vodafone, au Royaume-Uni, on dit qu'ils ne commercialiseraient pas de Huawei 5G tant qu'il y aurait cette tension avec les Américains. Et il y a 2 opérateurs japonais, KDDI et SoftBank, qui ont dit la même chose. Donc, pas de commercialisation de smartphones Huawei 5G tant que tout ça n'est pas réglé. Ça fait les bonnes affaires de Samsung, tout ça, non ? Ça peut effectivement faire les bonnes affaires de Samsung. Clairement, je pense que c'est le grand gagnant, à mon avis. Il en avait bien besoin, je pense, parce que ces derniers temps, Huawei, quand même, les bousculait un petit peu. Clairement. Mais bon, est-ce que tout ça va durer ? C'est ça la question, finalement. C'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Est-ce qu'on n'assiste pas à un combat de coq ou alors... C'est possible. Mais vous savez, ces combats de chats où les chats pour s'impressionner en fait, se poil, et puis finalement personne n'a intérêt à une guerre en réalité. Voilà, c'est ça. Une guerre commerciale, ni Trump ni la Chine. Donc il y a de fortes chances qu'ils arrivent à... Là, on crée un moment de tension pour mieux négocier autour d'une table.
Bon, voilà. C'est pour ça que je pense que... Ce qui est d'étonnant, c'est qu'on se rend compte qu'en pleine période d'élection européenne, c'est que finalement, nous, Européens, on est complètement, comment dirais-je, hors jeu, et puis surtout hyper dépendants à la fois de la Chine et des US. Alors là, nous, en fait, on est la première victime. On serait les premières victimes, en fait, de tout cela. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que tu as raison. Technologiquement, aujourd'hui, on n'a plus grand-chose. Si ce n'est ARM, quand même, qui est britannico-japonais. Si ce n'est qu'on a un Finéon, ST Microelectronics. Donc, il y a quand même quelques composants. Ça, faut quand même encore voir ça. On a encore quelques petits éléments. Et puis, l'autre élément important, c'est que aujourd'hui, l'Europe représente le 2e marché pour Huawei. On est quand même un marché important en termes de consommation. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, du coup, on a un levier. L'Europe est un levier parce que c'est un marché extrêmement important et critique après le marché local chinois et après les États-Unis. Aujourd'hui, Huawei sans l'Europe, c'est quasiment rien, parce que c'est quasiment 30% de leur chiffre d'affaires. Donc, la majorité de leur chiffre d'affaires vient de l'Europe en réalité. Donc, Huawei banni de l'Europe, ça pose un vrai problème. Huawei banni des États-Unis, ça leur pose absolument aucun problème. Donc, de ce point de vue-là, l'Europe est au centre de tout en réalité. Au centre de tout, sans avoir les leviers pour pouvoir actionner les forces en présence des États-Unis et de la Chine. Mais il y a un vrai levier européen que personne n'utilise aujourd'hui, mais qui est la puissance du marché intérieur européen. Jean-Sébastien, est-ce qu'on peut déconseiller à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent d'acheter aujourd'hui un smartphone Huawei ? Alors, les smartphones actuels qui sont en boutique, en stock et qui sont déjà conçus, ils ne sont pas vraiment concernés, comme on l'a dit tout à l'heure, par ces restrictions. Donc au final, on peut continuer à les acheter parce qu'on sait qu'on pourra quand même bénéficier des mises à jour, qu'on pourra toujours accéder même si certaines mises à jour mettront un petit peu plus de temps à arriver. Un peu plus long. Et on sait qu'en plus, les mises à jour Android majeures sont souvent longues à arriver parce qu'il faut les adapter à la surcouche, à chaque appareil. Donc c'est plus long, par exemple, que chez Apple. Mais en tout cas, il n'y a pas, on va dire, un blocage majeur sur les produits qui existent. En revanche, là, ça va se jouer sur les produits futurs. Est-ce que les produits futurs pourront utiliser Android, pourront utiliser les technos hardware Ça, rien n'est moins sûr. Mais dans l'état actuel des choses, les produits actuels comme le P30 Pro, qui est un excellent photophone, par exemple, on peut continuer à acheter. Alors c'est sûr que par contre, j'aimerais bien voir les ventes de modèles Huawei actuellement en boutique, parce qu'avec tout ce qu'il y a autour de Huawei actuellement et tout ce qu'on raconte, je pense que les consommateurs sont perdu. Et effectivement, moi j'hésite entre un smartphone Samsung et Huawei. Actuellement, je pense que je prends le Samsung parce que je ne sais pas ce qui va devenir de Huawei. Non, à ton avis, Emmanuel, aussi ? Non, mais je pense que Jean-Sébastien l'a bien résumé. C'est aujourd'hui l'incertitude qui pèse sur Huawei fait qu'un consommateur européen ou autre va y réfléchir à 2 fois avant de prendre un téléphone qui peut valoir 200, 300, 700, 800 euros. Donc, c'est quand même des sommes importantes, sans savoir si demain, il aura encore des applications qui vont fonctionner dessus, du type YouTube, Gmail et autres. Donc, c'est vrai que ce point-là est central. Et puis, je reviens sur ce que tu disais aussi. Il y a aussi un point positif indirectement pour l'Europe, peut-être, c'est qu'en bannissant Huawei des infrastructures, ça peut bénéficier à Nokia, donc c'est un Finlandais, et ça peut bénéficier à Ericsson, donc un Suédois. Donc, d'une certaine façon, la stratégie américaine peut bénéficier à des acteurs européens. Alors, c'est bon ou mauvais, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, techniquement, au niveau grand public, on voit bien Samsung peut en bénéficier, Xiaomi peut-être aussi, dans une certaine mesure. Et dans le côté équipement, on voit bien qu'Ericsson et Nokia peuvent aussi en bénéficier. Ouais, le seul problème, c'est que je crois que Ericsson et Nokia sont très en retard au niveau du développement de la 5G par rapport à Huawei, qui aurait plusieurs années d'avance. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, moi ça, j'y crois moyennement. Tu crois pas ? Bah non, parce qu'aux États-Unis, ils viennent de lancer la 5G sans Huawei. Donc, et avec Ericsson. Donc c'est qui ça veut dire qu'il y a la techno. D'accord. Donc, et pareil, en Corée du Sud, il n'y a qu'un opérateur sur 3 qui a utilisé du Huawei, c'est LGU, je crois, de mémoire. Les autres ont utilisé soit du Samsung, soit des équipementiers européens. Donc, ils sont j'achète moyennement. Voilà, j'achète moyennement l'argument. Huawei sur la 5G pour bien sûr. montrer qu'effectivement ils étaient là-dessus. Ce ne sont pas les moins mauvais, les plus mauvais, on va dire. Non, ça c'est certain. Voilà, c'est certain. Mais de là à dire que sans Huawei, il n'y a pas de 5G. Non. Voilà. C'est pas ça que je disais, mais disons que voilà, ils avaient peut-être une expertise un petit peu plus poussée, mais non, je pense qu'en réalité, ils sont moins chers. Oui, ils sont moins chers. C'est pour ça que les opérateurs disent sans Huawei, on va être en retard. Mais voilà. C'est pas qu'ils vont être en retard, c'est qu'ils vont devoir dépenser plus. Ça coûte moins cher. Ouais. Jean-Sébastien, pour conclure ce sujet, Huawei s'apprêtait à sortir le Mate X, ce fameux smartphone pliable qui était l'une des révolutions. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques semaines, on en parlait. C'était vraiment le smartphone que tout le monde attendait. Est-ce que ce smartphone va sortir un jour ?
En tout cas, pour l'instant, oui, puisque Huawei n'a pas annoncé. Ils n'ont pas beaucoup communiqué, Huawei, pour l'instant, hein, mais en tout cas, vraiment sur les produits, ils ont même fait un lancement avec le Honor 20. Mais le Mate X, c'est un téléphone qui est toujours prévu. Il doit sortir en juin, si je ne m'abuse. Oui. Donc, en juin, c'est demain. C'est ça, c'est demain. Mais a priori, oui, il sera là. Après, c'est clair que Huawei déjà devait pas s'attendre à des ventes astronomiques parce que c'est un téléphone qui est cher, qui est un téléphone d'image. Mais avec ce qui arrive autour des technologies américaines, c'est sûr que là, les gens risquent de choisir, ceux qui hésitent entre un smartphone pliable, encore une fois, hein, ça va être entre le Fold et le Mate X. Je pense que le Fold risque de rafler la mise parce que le Mate X, on n'a pas envie de mettre 2 000 € dans un téléphone dont on ne sait pas ce qui va devenir dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Bon, on va voir. Peut-être que tout ça se décantera très vite. Peut-être que la semaine prochaine, quand on en parlera, la situation prochaine, mais ça peut sera détendu, on va dire. Passionnant, hein, tout ça. Oui. Hein. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Sébastien Gentil de 01net et merci Emmanuel pour ton analyse. Journaliste à l'Express. Vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle dans un instant, ça sera un petit peu plus léger. Et ce sera avec Victor Jakimovic et ses trouvailles tech de la semaine. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.